Bonjour tout le monde. Si je fais ce webinaire aujourd'hui, c'est pour discuter de l'enjeu eutrophisation dans le cadre du défi Aqua Hacking 2025 Québec, un défi qui est co-organisé par Aqua Action, le regroupement des organismes des bassins versants du Québec et le réseau environnement, et en partenariat avec le collectif Territoire. Alors je me présente, je m'appelle Éléonore et au même titre que mon collègue Léo, je suis membre exécutif du chapitre étudiant de la Society for Ecological Restoration, donc de la Société pour la restauration écologique, au sein de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et tous les deux, nous portons l'enjeu d'eutrophisation avec Luc Bossé, directeur de l'organisme des bassins versants Abitibi-Jasmésie. Alors, vous savez peut-être, le défi aquahacking se fait tous les ans sur des enjeux de contamination sur différents types d'eau douce, parmi lesquels les lacs. Un lac, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un lac, c'est une eau claire, avec une biodiversité importante, un fond plutôt rocheux, composé de sable, de gravier, et peu de végétaux aquatiques. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, car c'est un facteur qui va avoir toute son importance dans le phénomène d'eutrophisation. L'eutrophisation, à la base, c'est plutôt une réaction naturelle qui va être accentuée par des sources anthropiques. Parmi ces sources, on va avoir donc des causes plutôt industrielles, avec les industries de la foresterie, de la déforestation, l'industrie de l'agriculture, qui par l'augmentation du ruissellement, l'utilisation d'engrais, vont avoir pour conséquence commune d'apporter des nutriments vers le lac. Mais on a aussi des sources plutôt municipales, individuelles, avec le manque de bandes riveraines, l'inexistence d'installations septiques, donc le déversement d'eau municipale, d'eau usée, qui là aussi vont apporter des nutriments vers le lac. Donc on se dit un apport en nutriments vers le lac, ça a peur d'avoir de grands impacts négatifs sur l'écologie. Eh bien si, car cet apport excessif en nutriments va stimuler les végétaux aquatiques. Et je l'ai dit précédemment, les végétaux aquatiques, ils sont naturellement peu présents dans un lac. Donc on va avoir une croissance de ces végétaux jusqu'à la formation d'un bloom d'algues. Et ces blocs d'algues vont venir recouvrir en partialité ou en totalité la surface d'un lac, ce qui va diminuer la diffusion de la lumière dans les profondeurs du lac, favoriser la prolifération de cyanobactéries qui, elles, vont consommer les algues mortes et en même temps produire des toxines, dont le méthane, qui est un gaz à effet de serre, et vont aussi, en fait, ces cyanobactéries, par cette réaction, consommer de l'oxygène. Le lac va donc rentrer en hypoxie, voire en anoxie dans certaines zones. Et bien ça, c'est problématique pour l'écosystème parce qu'il y a pas peu, mais généralement, la biodiversité des lacs n'arrive pas en fait à résister aux conditions hypoxiques et anoxiques. Et donc, on va avoir un taux de mortalité des organismes aquatiques, dont les poissons, qui va monter en flèche et ça va venir perturber l'écosystème dans sa totalité. Les conditions anoxiques vont favoriser la libération des nutriments piégés dans les sédiments, ce fond sableux, rocheux. Et qui dit plus de nutriments dit plus d'algues dit moins d'oxygène dit plus de nutriments. Et c'est un cercle qui ne s'arrête pas. Donc l'enjeu d'eutrophisation, vous le comprendrez, il est crucial et il va impacter les trois volets du développement durable, à savoir le volet écologique avec la perturbation de l'écosystème jusqu'à l'affectation de la chaîne alimentaire, un volet social où on va se retrouver avec une eau qui est impropre à la consommation, mais aussi impropre à la création d'activités récréatives, et finalement des impacts sur le volet économique puisque les régions perdent un peu leur attrait touristique et puis on va avoir besoin de mettre en place des méthodes de restauration qui, nous verrons par la suite, sont généralement très coûteuses. Donc c'est crucial de traiter l'eutrophisation. Pourquoi? Parce que ça permet de protéger l'environnement, préserver d'impacts majeurs futurs, d'améliorer les services écosystémiques, mais aussi de protéger la santé publique et de soutenir l'économie locale. Et comment on fait pour réhabiliter un lac? Le premier palier de solution, celui auquel tout le monde pense, c'est la réglementation. Donc la mise en place de législation, l'obligation de suivi régulier. Et donc au Canada et au Québec, on est régi par la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur la qualité de l'environnement, qui vont contrôler la concentration en nutriments dans les lacs,
donc phosphore, azote sous toutes ses formes, mais aussi la concentration en oxygène dissous, qui est un facteur important dans le cas de l'eutrophisation, l'écotoxicité et puis divers paramètres physico-chimiques. Mais c'est une solution qui a ses propres limites. Les équipes municipales sont souvent très réduites par rapport à l'étendue des espaces qu'ils doivent contrôler, l'étendue des lacs eutrophiés. On a aussi peu d'inspecteurs au ministère. Donc c'est une solution qui contrôle toutes les autres solutions technologiques, mais c'est un palier de solution qui a ses propres limites. Et il est important que je vous le dise dans ce webinaire. Quand c'est dans le cas d'un lac contaminé, il faut évidemment mettre en place des méthodes de restauration. Et donc, quelles sont ces méthodes de restauration ? Eh bien, on a des méthodes plutôt passives, la réduction d'apport en nutriments, la création de zones tampons végétalisées, et des méthodes plutôt actives. Alors, si je fais un petit peu très rapidement, le tour de ces méthodes, la réduction d'apport en nutriments, c'est une gestion à la source. On va chercher à limiter la déforestation, à limiter l'utilisation d'engrais, à limiter le déversement d'effluents municipaux, et ceci va forcément limiter l'eutrophisation. L'autre point, c'est la création de zones tampons végétalisées. Donc là, on va revégétaliser la rive du lac avec des végétaux capables d'assimiler les nutriments. Et donc là aussi, le but, si on n'a plus de nutriments, on n'a plus de croissance d'algues, on n'a plus d'eutrophisation. Parmi les méthodes actives, plutôt interventionnistes, on va retrouver l'aération artificielle. Comme son nom l'indique, via un système de pompage, on va chercher à améliorer la circulation du lac, donc réduire les anoxiques. Il y a aussi le dragage des sédiments, dont le but en fait c'est de physiquement retirer les sédiments. Donc si on retire les sédiments, on retire l'une des sources en nutriments qui fait perpétuer ce cycle d'eutrophisation. Et puis on a aussi des traitements chimiques et biologiques. Donc, soit on ajoute des réactifs chimiques qui vont favoriser la précipitation des phosphates, surtout donc la précipitation des nutriments, soit on introduit des espèces biologiques invasives qui elles vont consommer les algues. Et donc vous l'aurez compris, toutes ces méthodes, bien qu'elles aient été testées, développées, eh bien elles comportent des limites. C'est pourquoi il est difficile de les mettre en place. Ce ne sont pas des solutions miracles ou des solutions générales, c'est des solutions au cas par cas qui fonctionnent dans certains cas mais pas dans d'autres, et qui sont très limitées. Et la première limite, c'est le coût. Que ce soit pour les méthodes passives ou pour les méthodes actives, on va avoir un besoin d'énergie, une construction d'infrastructures, le transport de réactifs chimiques ou de réactifs biologiques, et tout ça, le besoin d'entretien, de suivi, et tout ça en fait, eh bien, ça représente un coût d'investissement et un coût d'opération qui est assez important. Dans le cas de l'aération artificielle et du dragage des sédiments, on a aussi une problématique liée à la construction des infrastructures, puisque ce sont des équipements spéciaux, des équipements qui peuvent tomber en panne, qui vont nécessiter des entretiens. Donc ça, c'est une limite technique également qui peut être coûteuse et qui réduit leur implémentation. Au niveau des processus plutôt passifs, eh ben, ce sont évidemment des processus longs. Vous vous doutez bien que planter demain une zone végétalisée, eh bien, ça ne va pas régler le problème d'eutrophisation dans une année. Et qui dit processus long dit évidemment efficacité variable, peu garantie sur le long terme. Mais c'est aussi le cas pour les traitements actifs, parce que ce soit pour le dragage des sédiments, pour le traitement chimique, pour le traitement biologique, on va devoir introduire dans l'écosystème des choses qui n'y sont pas habituellement, et ça peut venir faire des perturbations, augmenter la toxicité, etc. Et donc, on va avoir des efficacités qui peuvent varier énormément d'une installation à une autre et qui sont très peu garanties. Et puis c'est pas parce qu'on va régler la problématique de l'eutrophisation en augmentant l'écotoxicité d'un lac que c'est une solution miracle qu'il faut à tout prix mettre. Et c'est pour ça qu'on a besoin du défi également. Le Québec, c'est quand même 3% de l'eau douce dans le monde et 10% des lacs sont touchés par l'eutrophisation. Et il se peut que ce chiffre n'aille pas en diminuant. Donc c'est important de développer des solutions innovantes et de mettre en place ce genre d'initiatives pour espérer
que les choses aillent mieux dans l'avenir. Et donc si l'enjeu vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller vous inscrire au défi. Il y a également d'autres enjeux. Je vous invite à aller voir les webinaires et trouver l'enjeu qui vous parle le plus. Et puis je remercie l'organisation qui nous permet à moi et Léo ainsi qu'à Bulle Bossé de co-porter cet enjeu et de sensibiliser le monde à l'importance et aux défis liés à l'eutrophisation. Voilà. Merci, bonne soirée.